Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la thématique du couple et du trouble alimentaire dans la vie de couple. C'est du coup un épisode qui fait suite ou pas en fait, enfin, vous pouvez l'écouter avant ou après du coup mon épisode précédent qui sera le numéro 11, qui est un épisode où je donne pas mal de conseils pour aider le partenaire et plus globalement le couple à faire en sorte que la guérison du trouble alimentaire soit conciliable du coup avec la vie de couple. Et du coup cet épisode c'est l'interview avec mon copain parce que c'est quelque chose que vous m'avez pas mal demandé sur mon Instagram. Du coup, je suis pas toute seule sur le podcast, donc je suis avec Arthur. Bonjour. Du coup, tu peux te présenter. Je suis Arthur, j'ai 30 ans. Du coup, il a 4 ans de plus que moi. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis indépendant, je suis web marketer, je bosse dans le web marketing. Ok, merci. Alors, du coup, j'ai eu pas mal de questions, parce que je vous avais demandé qu'est-ce que vous voulez me demander, lui demander, nous demander. Donc du coup, j'ai regroupé les questions parce qu'il y en avait certaines qui se ressemblaient. Du coup, je pense qu'on va commencer par présenter notre histoire, ce qui va permettre de répondre à la question « Est-ce que il me connaissait avant mes troubles alimentaires ?» La réponse, en fait, c'est oui et non. En fait, du coup, on s'est connus en 2015 à Malte. Donc moi, j'étais étudiante là-bas pour 3 mois. Ça faisait partie de mon cursus scolaire. Et lui, il y vivait. Et en fait, j'ai arrêté cette relation quand je suis partie de Malte. Je lui avais dit que c'était parce que je voulais rester focus dans mes études. Mais la réalité, c'est que c'est justement à Malte que j'ai commencé à tomber malade. Donc si vous avez écouté mon premier épisode où je vous parle de mon histoire avec les troubles alimentaires, vous savez que du coup, au début, je n'étais pas du tout consciente de mon trouble alimentaire. Justement, je ne connaissais même pas ce que c'était l'anorexie. Mais du coup, avec beaucoup de recul, j'ai compris qu'en réalité, j'avais arrêté cette relation parce que quelque chose de beaucoup plus fort, qui était la maladie qui était déjà ancrée en moi, avait pris le dessus et était presque plus importante. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la relation. Et du coup, pendant 3-4 ans, de 2015 à 2018, j'ai été assez gravement malade. J'ai eu mes 2 hospitalisations, etc. Et pendant tout ce temps-là, on se parlait pas, hein. Et en fait, en 2018, je me rappelle très bien de ce jour-là parce que c'était du coup, je sortais de ma 2e hospitalisation et j'étais dans ma phase de faim extrême. Et c'était un jour où j'avais déjà fait 2 compulsions et la phase de faim extrême, c'était vraiment la phase la plus compliquée pour moi dans tous mes troubles alimentaires. Et je pense que c'est l'une des premières fois où l'un des premiers jours où vraiment je me disais mais je vais jamais m'en sortir. J'étais vraiment pleine de désespoir et d'un coup, j'ai vu son pseudo Instagram sur mon portable et en fait c'était lui qui m'a envoyé un message pour juste prendre de mes nouvelles. Et du coup là j'ai eu d'un coup un gain d'espoir de fou et je me dis que la vie est quand même très bien faite. Mais du coup il m'a connue un tout petit peu avant que je tombe dans les troubles alimentaires. Mais en réalité j'étais déjà malade du coup quand on s'est remis ensemble. Ouais, mais ça commençait à être un petit peu sur la pente de la guérison quand même. Oui, oui, clairement. Et tout comme quand on s'est rencontrés, c'était le moment où ça se voyait pas, mais t'étais en train de tomber malade en fait. Mais comme tu l'as expliqué, toi tu le savais pas non plus. Et moi d'ailleurs, je m'en rendais pas compte du tout. Et puis, en gros, ça ressemblait à un espèce de régime. Et puis à l'époque, j'étais pas du tout éduqué au TCA, donc je me suis dit, elle fait un régime quoi. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés en fin 2018. Au début, on se parlait uniquement par message au début parce que du coup, il faut savoir que moi, j'étais à Lille et Arthur revenait de Malte et du coup, il était chez ses parents dans la Drôme. Et c'est vrai que moi, je te l'ai dit très rapidement, je pense que ça faisait 1 semaine qu'on se reparlait. D'ailleurs, ça répond à une des questions où vous m'avez demandé est-ce que j'étais transparente sur mes TCA ou c'est venu au fil du temps. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours parlé beaucoup de mes troubles alimentaires, donc j'ai pas eu de mal à le dire en réalité. Mais je sais pas, toi, comment tu l'as pris quand je te l'ai dit par message du coup ? En réalité, je le savais. Enfin, je m'en doutais parce que tout simplement, tu avais quelques photos de toi qui étaient passées sur Instagram dans la période entre le moment où
où notre histoire s'était finie à Malte et le moment où je suis retourné te parler, donc ça faisait quoi, peut-être 3 ou 4 ans, il y avait eu quelques photos, et en fait il y avait eu des photos marquantes où pour le coup ça se Ouais. voyait. Et Et encore, c'était pas les là je me photos. suis dit, ah oui d'accord. Et là pour le coup, le raccourci, même si c'est pas forcément un bon raccourci du tout, c'était mince, Mathilde est devenue anorexique quoi. Ouais, ouais. Et puis j'ai pas eu besoin qu'on me le dise et tout. Et quand je suis retourné te parler, bon évidemment j'ai pas remis ça sur le tapis direct, mais je me doutais que t'étais passé au travers de quelque chose. Par contre j'avais pas du tout conscience à quel point c'était grave quoi. Donc, du coup, là, quand je te l'ai dit, à ce moment-là, t'as pas eu peur. Ah si, Bah, complètement. comment t'as réagi, du coup, quand là, je te l'ai dit? Ça a fait quel impact sur toi? Bah, enfin, ça a confirmé, comme je te dis, ça a confirmé la gravité de la chose que je n'avais pas imaginé, puisqu'on n'en avait jamais parlé, Ok. et la place que ça avait dans ta vie. Et ça fait peur, parce que... Oui, oui. Enfin, pour moi, après, c'était hyper important de le dire tout de suite, plutôt qu'on se revoit et que genre, tu le découvres même en face, parce qu'à ce moment-là, ça se voyait encore physiquement, même si, comme je dis souvent, les troubles alimentaires, ça se voit pas forcément physiquement. Mais du coup, pour continuer l'histoire, on s'est mis ensemble. Au début, comme du coup on était à distance, on a fait 6 mois à distance, mais on se voyait quand même très régulièrement. Mais c'était justement la période où j'ai eu énormément de compulsions alimentaires. J'étais dans ma phase de faim extrême. Du coup, tu les as pas vécues en live avec moi, mais on parlait quand même beaucoup de ça. Et du coup, au bout de 6 mois qu'on était ensemble, on s'est quand même mis assez rapidement ensemble. Et du coup, tu as été très vite émergé dans ma vie de guérison de troubles alimentaires. Et du coup, je reviens sur la question est-ce que j'étais transparente par rapport à mes TCA? C'était pas toujours simple parce que parfois j'avais honte. Notamment, il y a eu des fois où j'ai eu envie de me faire vomir. J'arrivais pas forcément, et d'ailleurs, heureusement. Et ça, pour le coup, c'est des choses que je te disais pas. Après, je pense que à chaque fois que je faisais une compulsion, que j'allais pas bien par rapport à mon trouble alimentaire, je pense que tu t'en rendais compte. Généralement, oui, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ouais. Après, je me rendais compte quand j'avais envie de me rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a aussi des Ouais. fois où ça peut paraître un peu difficile à entendre, mais il y a des fois où j'appréciais que tu me préserves Mm. de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est très important Ouais. de communiquer, mais c'est une maladie qui est tellement compliquée. C'est tellement dur, hein. Je pense que même aujourd'hui, après 4 ans de relation, on peut pas en fait imaginer à quel point c'est dur si on ne le vit pas. Il y a des moments où juste on a envie d'autre chose que de parler de ça, etc. quoi. Et ouais, et c'est hyper important là ce que tu dis parce qu'en effet, du coup, ce que je disais juste avant, c'est hyper important de communiquer et de dire rapidement, d'expliquer rapidement son trouble alimentaire. Mais c'est aussi très important de pas parler que de ça, justement pour protéger l'autre, mais aussi même pour soi. En réalité, le fait de parler d'autres choses, ça vous ouvre à des choses plus positives et de pas rester constamment dans le brouillard du trouble alimentaire. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir des amis à côté, dans le sens où il ne faut pas se renfermer du coup dans la relation et tout dire que à son copain. D'ailleurs, d'avoir des amis ou même des thérapeutes à qui exprimer ça, c'est vraiment important. Du coup, j'en arrive à la question de comment en parler lors du premier rendez-vous, ou même est-ce qu'il faut en parler lors du premier rendez-vous. Du coup, je vais commencer par te demander ton avis à toi en tant que copain. Bah, je pense que oui, il faut en parler. Il faut même idéalement. Ça doit pas être la première chose que vous mettez sur la table. Je donne un exemple. Si jamais aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent sur les applications de rencontres ou ce genre de choses. Évidemment, ça doit pas venir au troisième message, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est ça. vous êtes autre chose. Enfin, je parlais de toi, t'es autre chose, tu étais autre Mm. chose que ton TCA. Complètement. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble depuis 4 ans, qu'on s'aime, etc. C'est parce que je n'ai pas vu le TCA, quoi. Moi, je voyais Mathilde. Et en fait, c'est ça que je pense qu'on doit vendre dans un dans un premier rendez-vous, dans un premier échange. Et après, évidemment, si on sent que le courant passe, qu'il y a une bonne entente et que ça peut éventuellement devenir quelque chose, entre Mm. guillemets, je pense qu'il faut être honnête. De toute façon, Ouais. c'est super important, que ça se voit physiquement ou non, parce que dans tous les cas, ça prend une telle place dans la Mm. vie du malade que si jamais la relation va plus loin, c'est absolument impossible de cacher ça. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et juste, c'est hyper intéressant ce que tu as dit, c'est que, je le dis souvent, vous n'êtes pas votre trouble alimentaire, vous souffrez de votre trouble alimentaire, donc c'est important de faire la distinction et de ne pas s'identifier à travers son trouble alimentaire, même si c'est difficile.
Mais non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que ça dépend aussi du contexte de la rencontre, etc. Si c'est quelqu'un que tu connais déjà, si c'est quelqu'un que tu parles que par message, ou si c'est quelqu'un que tu vois tout de suite en face. Ça dépend, peut-être pas le dire au premier rendez-vous, mais quand même le dire assez rapidement, parce que je pense qu'au plus tu attends, au plus c'est difficile de le dire après, et au plus la claque peut être grosse. Mais, puis dans tous les cas, je pense qu'en réalité, c'est pas... même si, tu vois, je prends ton cas, peut-être que toi, la manière dont tu vivais ton anorexie, c'était quelque chose d'absolument terrible, et c'était le cas, hein, on n'en doute pas une seule seconde. Mais quand tu en parles potentiellement à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la maladie, je pense qu'il ne perçoit à aucun moment la Ouais, complexité, la profondeur de la je suis maladie. Ça d'accord. aussi, il faut se le dire. Et ça veut dire qu'en réalité, en parler, c'est pas forcément le fait de dire oh là là, incroyable, elle est anorexique, c'est ultra grave, parce que ça, on n'en a pas du tout conscience. Quand Ouais. il faut bien le comprendre, quand on est. Je dis anorexique, mais je pense que c'est à peu près tous les TCA. C'est des maladies mentales qui sont ultra complexes. Mm. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre moi-même. Et du coup, on n'en a pas conscience. Donc en fait, c'est plus un travail d'éducation. Alors Ouais, après, vous ne devez pas faire un cours magistral où vous expliquez ce qu'est le TCA, etc. En fait, je pense que ça aussi, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, ouais. mais c'est très difficile de demander à la personne, donc au partenaire, fille ou garçon, De de s'éduquer. comprendre et Ouais. de... Enfin, c'est vraiment C'est compliqué. quelque chose qui va se faire petit à petit de toute façon. En effet, tu peux pas. Mais moi, je me rappelle que toi, je pense de souvenir que tu avais été voir une vidéo de quelqu'un qui avait vécu ça et tout, non? Oui, oui, bah moi, mon réflexe, c'est quand tu m'en as parlé et que, encore une fois, enfin moi, en gros, comment je voyais les choses, à l'époque, l'anorexie pour moi, c'était grave, mais j'avais aucune idée de à quel point c'était grave, quoi. Pour moi, ça se trouve, c'était grave parce que ça mettait 6 mois à se soigner, tu vois. Mm. Enfin, vraiment, j'avais aucune Ouais, notion de ouais. comment est-ce que ça peut se guérir, enfin, quel impact ça a. Enfin bref, j'avais vraiment aucune notion, donc je sais plus quelle était ta question initiale là, par rapport à ça. De si tu avais été voir du contenu toi-même pour Oui, t'éduquer. et donc du coup, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, oui, je m'étais renseigné. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un truc que tu m'avais dit qui t'avait aidé aussi quand je te l'avais dit, c'est que j'avais dit bah je suis bien suivie, je suis en pleine guérison et je vais m'en sortir. Et je pense que c'est important de quand tu le dis à ton partenaire que tu es malade, que tu souffres de troubles alimentaires, c'est important de dire que ça se soigne et que tu es en train de travailler dessus. Oui. Ça, je pense que c'est important, ouais. Ensuite, on m'a demandé comment il t'a aidé, ou plus globalement, le rôle du copain, selon moi. Pour moi, le rôle du copain, enfin le rôle du partenaire même, c'est l'écoute. Genre, c'est hyper important d'avoir une écoute empathique, une écoute qui ne juge pas. Ça, je donne ces conseils-là dans le podcast précédent, dans l'épisode de podcast précédent. Mais on se rend pas compte à quel point juste le fait de parler fait énormément de bien à la personne qui est malade. Comment tu m'as aidé aussi bah, tu m'as aidé à m'ouvrir à d'autres choses que mon trouble alimentaire. J'en parle souvent, mais quand on souffre d'un trouble alimentaire, c'est tellement omniprésent dans sa vie, ça nous dit quoi faire, quoi penser, quoi dire, etc., que du coup, ça en devient presque notre personnalité et on a peur de guérir parce qu'on a peur de à quoi on va penser quand on aura plus notre trouble alimentaire. Et tu m'as énormément aidé à m'ouvrir à des nouvelles choses qui n'ont rien à voir avec mon trouble alimentaire, du coup à me construire un peu ma nouvelle personnalité, ma nouvelle vie, à savoir ce que j'aime, à savoir ce que j'ai envie de faire, etc. Donc ça m'a vachement aidé. Et tu m'as aussi beaucoup aidé quand tu me répétais des phrases du genre... du fait que tu m'aimais moi, que tu t'en foutais de si je prenais 10, 15, 20, même plus de kilos, tant que je m'acceptais telle que j'étais. Voire même, franchement, au début, j'espérais que tu les prennes, quoi. Ah bah oui, oui, tu me le disais, oui, et ça m'aidait aussi d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, tu m'as dit, je me rappelle que tu me répétais aussi le fait que t'aimais les femmes avec les formes, et ça m'a beaucoup aidé à voir une autre façon de voir la beauté de la femme. Mm. Et aussi le fait que tu me disais que tu m'aimeras encore plus quand je m'aimerai moi-même, ça m'a vraiment aidé à travailler sur moi-même, à apprendre à m'aimer moi-même. Aussi, je me rappelle que tu m'as aidé aussi beaucoup dans le fait de me dire que j'avais le droit de me reposer, parce que quand on souffre de troubles alimentaires, souvent on est dans genre un peu l'hyperactivité, on est tout le temps en train de faire plein de choses et on se donne pas la possibilité de se reposer. Et même moi, j'ai eu un peu une éducation où il faut toujours faire quelque chose et genre dormir tard ou juste rien faire et s'allonger sur le canapé, c'est pas forcément bien vu. Donc ça, tu m'as vachement déculpabilisé sur ces sujets-là en Et fait. d'ailleurs, c'est pour les gens qui écoutent au cas où, il y a quand même un point qui est important dans ce que tu viens de dire. On a tous reçu l'éducation qu'on a reçue, mais je pense que c'est super important de comprendre qu'on n'est pas son éducation. On n'est pas comme ont forcément voulu nous façonner nos parents. Ça veut pas dire qu'ils ont voulu... Enfin, ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait c'est bien ou c'est mal,
Je dis juste que je pense que peut-être tout le monde ne le comprend pas ou le comprend un peu plus tard dans son cheminement, dans sa vie, mais c'est vraiment super important d'apprendre à devenir soi-même. Et devenir soi-même, ça passe aussi par assumer certaines fois des choix Ouais. différents que ceux qui ont été faits par la famille. Et ça, pareil, je pense, franchement, je trouve que tu viens, comment dire, t'as vachement évolué aussi sur ce Oui, point-là. c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, en fait, dans mon anorexie, j'avais peur d'être adulte. Et toi, t'étais déjà vachement adulte. Enfin, genre, t'étais parti vivre à Malte tout seul, très tôt. T'avais, enfin, lancé ton entreprise et tout. Genre, c'était hyper impressionnant. Et moi, ça me portait vers le haut. Mais surtout, ça m'a montré que tu peux, bah, pas forcément représenter exactement le même schéma que tes parents. Et pour autant, les aimer et qu'ils t'aiment. Et que... enfin, voilà, quoi. Ah oui, ça n'a Là-dessus... absolument rien à voir, hein. Ouais, mais moi, c'était vraiment quelque chose dans ma tête. J'avais peur que si, genre, je faisais pas ce qu'il faisait. Enfin, bref, on s'égare. Mais du coup, j'allais te retourner la question. Donc, quel est selon toi le rôle du copain dans la guérison des troubles alimentaires? Comme en fait tu viens de l'expliquer, Ouais. hein, je pense assez bien, c'est faire prendre conscience à la personne malade que la réalité qu'elle est en train de vivre n'est pas la réalité commune en fait, hein. Mhm. C'est que les choses sont finalement bien différentes. Et ouais, non, je pense qu'en réalité le rôle du copain, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais par contre je vais quand même émettre une nuance, c'est que c'est le rôle du copain, on va dire ça a été mon rôle. Et ça veut dire que là, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des filles, qui ont peut-être un copain ou une copine, peu importe, un partenaire, peut-être que cette personne n'est pas du tout faite de la même manière que moi, qu'elle Oui. n'aura pas le même rôle en fait, Ah bah tu oui, vois. c'est Donc je sûr. pense que, je sais pas si le rôle du copain c'est vraiment le bon terme. Non, bah, C'est ce qui a oui. été mon rôle, mais je pense que vous pouvez vous confronter à des personnalités différentes, à des choses Oui. différentes, et on pourra, je pense, parler plus tard de ce qui a été un peu plus compliqué en tant que copain. Ça fait partie peut-être des... Oui, oui, je dis le rôle du copain parce que c'est ce qu'on m'a demandé, mais comme moi, ma guérison était spécifique à moi, le rôle du copain ou du partenaire plus globalement est spécifique au partenaire. Enfin, ça, c'est sûr que ça dépend. On m'a demandé si être en couple avec quelqu'un aide-t-il. Donc, la personne avait précisé quelqu'un de bienveillant. Je pense qu'elle faisait référence au fait que bah, parfois on est avec une personne genre pervers narcissique, et ça, du coup, bah, évidemment, ça n'aide pas. Mais du coup, bah oui, évidemment, être avec mon copain m'a beaucoup aidé à me sortir de mon trouble alimentaire, mais c'est pas indispensable. Je veux dire, ce qui m'a apporté, c'est l'écoute. Il m'a aidé en me montrant d'autres choses de mon trouble alimentaire, en m'ouvrant au monde, en me donnant un peu ces valeurs de bah, justement du corps de la femme, etc. Mais ça, c'est toutes des choses que vous pouvez avoir au travers des relations sociales plus en général, genre avec des amis, etc. Et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que c'est important que vous vous dites pas il faut absolument que j'ai un copain pour guérir, parce que genre je pense que c'est pas du tout la bonne approche à avoir. Moi ça m'est un peu tombé dessus par hasard comme pour beaucoup de monde en général, mais ce que je veux dire par contre c'est hyper important, c'est d'être accompagné. Ça pour moi c'est indispensable de s'ouvrir en fait aux autres, et comme je dis tout le temps, genre la solitude c'est la meilleure amie de l'anorexie, donc au plus vous vous ouvrez aux autres, au plus vous avez un appui, un soutien de vos proches, ben, au plus c'est bénéfique pour votre guérison. Même si c'est extrêmement dur de s'ouvrir aux autres, généralement, quand on Ah bah souffre oui. de TCA. Ah bah oui, c'est évident. Parce que toi, pareil, j'ai bien vu ton évolution à ce sujet-là. Il y a 4 ans, c'était compliqué, quoi. Après, on m'a posé des questions plus par rapport à l'alimentation. Donc, on m'a demandé est-ce que je m'inquiétais de ce que tu mangeais. Bah oui, évidemment, clairement, c'était un gros sujet de stress pour moi même, tout comme ça l'était quand je mangeais avec mes parents. Voilà, c'était super dur, surtout qu'en fait, au bout d'un an, on a diagnostiqué à Arthur un diabète. Et clairement, ça, c'était genre vraiment un coup de massue, parce que du coup, ça voulait dire qu'il devait faire attention à ce qu'il mangeait, il devait avoir une hygiène de vie plutôt saine. Et en fait, enfin, franchement, moi, je me disais, c'est pas possible, c'est le comble pour quelqu'un qui est en guérison d'anorexie d'avoir un copain qui est diabétique. Ça a été vraiment super dur parce que bah, je voulais qu'il mange plus que moi. Quand il faisait du sport, genre, je lui faisais la gueule, franchement. C'était inconscient, c'était ma maladie qui prenait le dessus. Franchement, j'imagine que c'est hyper dur à entendre pour quelqu'un d'extérieur, parce qu'on peut se dire, mais quand même, c'était sa santé. Et d'ailleurs, c'est un argument qui m'a aidé à surpasser ça. Mais ça prouve à quel point le trouble alimentaire est puissant. Et je me reconnaissais pas quand j'étais comme ça.
Mais j'avais de la chance parce que Arthur savait que j'avais ces comportements-là, que c'était un peu des symptômes, des conséquences du trouble alimentaire. Mais pour autant, en fait, il se forçait pas à manger plus ou à ne pas faire de sport. Et ça, je pense que c'est hyper important de pas, en fait, un peu obéir à ce que le trouble alimentaire dit, parce que sinon, ça alimente, en fait, le trouble alimentaire. Je sais que c'est super dur à entendre ça. Je pense que la part de TCA qui est en vous déteste certainement ce que je dis là, mais vraiment c'est pour vous aider que je dis ça, parce que si par exemple votre conjoint se force à manger plus ou se force à ne pas faire de sport, bah ça va contre nature et ça va peut-être contre les besoins de son corps, et à un moment il va péter un plomb, il va arrêter du jour au lendemain et ça va être bien pire en fait. Et ensuite on m'a demandé par rapport toujours au repas, est-ce que on mangeait la même chose. Clairement sur nos 4 ans cumulés, je pense qu'au cumulé, justement, il y a 2 ans où on n'a pas du tout mangé la même chose. Après, c'était par intervalle. Il y avait des moments où j'arrivais, d'autres moments où j'arrivais pas. Après, franchement, en soi, moi, ça me choque pas parce que c'est OK si ça vous permet justement de... Si c'est pas pour vous restreindre, mais si c'est pour vous permettre d'y aller petit à petit. Il y a plusieurs façons de faire dans la guérison. Enfin, il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Il y a des personnes qui préfèrent aller petit à petit. Il y a d'autres personnes qui préfèrent lâcher prise d'un coup et même que leur conjoint leur prépare le repas. Ça, c'est chacun comme il veut. Après, moi, clairement, ne pas manger comme lui, je sentais que c'était contre nature parce que j'aimais pas ça, en fait. Donc, du coup, petit à petit, j'ai réintégré nos repas à 2, on va dire. Au début, je commençais à manger le week-end comme lui. Après, j'ai commencé à faire 2 repas dans la semaine comme lui, jusqu'à ce qu'on mange complètement la même chose aujourd'hui, sans problème. Et aussi, un autre truc aussi important, c'est que, si vous voulez cuisiner... Bon, après, t'aimes pas trop ça. Mais s'il voulait cuisiner, c'était pas possible pour moi parce que j'avais besoin de contrôler. Donc du coup, je ne le laissais pas cuisiner. Voilà par rapport à l'alimentation. Non, on m'a aussi demandé, est-ce que le fait que ce soit... Cuisiner pour toi, précise. Parce que tu ne me laissais pas cuisiner pour toi. Ah oui, oui, oui. Pour ce que tu mangeais, Oui, oui. J'avais le droit de cuisiner pour moi, quoi. Enfin, je suis pas enfermé dans la cave, vous inquiétez pas. Oui. Du coup, on m'a demandé le fait que ce soit un mangeur intuitif, t'a-t-il aidé ? Franchement, oui. Et j'ai de la chance parce que malheureusement, avec la culture de régime dans laquelle on vit, il y a énormément de gens qui n'ont pas un bon rapport à la nourriture. Et Arthur, c'est pas son cas. Franchement, il a un super bon rapport à la nourriture. Il mange quand il a faim, il s'arrête quand il a plus faim. Il sait se faire plaisir sans culpabiliser. Et c'est en ça, en fait, qui m'a vachement aidée. Parce que, comme je dis, ça sert à rien de se comparer quand on est dans la guérison d'un trouble alimentaire. On peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Parce que chacun a ses besoins. Et surtout, quand on est dans la guérison d'un trouble alimentaire, on a besoin de beaucoup plus de besoins qu'une personne lambda. Donc du coup, je me comparais pas, mais par contre, il m'a appris à déculpabiliser, à me dire que t'as le droit de manger par gourmandise même quand t'as plus faim. C'est carrément bon même pour la santé mentale. Il m'a aussi appris que c'est pas grave si tu finis pas ton assiette. Ça pareil, c'est un truc dans mon éducation où il fallait absolument finir son assiette parce que sinon tu gâches. Et lui, il m'a appris que si t'as plus faim, t'as plus faim, quoi. Tu te forces pas, donc voilà. En ça, il m'a vachement aidé. Ensuite, on m'a demandé comment ça se passait les restos et les verres avec lui. Donc en gros, la vie sociale dehors. Je pense que tu te rappelles quand on avait été, au tout début, on était ensemble, qu'on a été au resto. Je sais pas si tu te rappelles de comment j'étais. Ouais. En gros, moi je me rappelle que j'étais hyper bien et tout, et au moment où j'avais le menu dans les mains... Mais t'étais vraiment bien ou tu faisais semblant d'être bien ? Je pense au tout début, c'est trop bizarre, mais comme j'étais un peu dans l'euphorie de notre couple, du début du couple, j'arrivais un peu à faire abstraction en amont. Mais après, une fois au restaurant et une fois que j'avais la carte dans les mains, je devenais plus... je perdais Mathilde, l'anorexie revenait en force et j'étais perdue, je comparais tous les menus, je cherchais le plat le moins calorique, je regardais ce que toi tu prenais. Enfin, c'était vraiment impossible de me parler pendant ce temps-là parce que j'étais pas bien du tout. Et d'ailleurs, il y a eu une longue période où c'était plus possible pour nous d'aller au restaurant. Et je pense que c'était assez dur pour toi qui a une bonne vie sociale. Enfin, t'aimes bien sortir, t'aimes bien aller manger au resto, t'aimes bien aller voir des potes, faire des repas et tout. Ça m'empêchait pas de le faire, quoi. Je le faisais sans toi. Oui, et ça, c'est hyper important d'ailleurs, de laisser son copain garder. Alors, je pense que ce qui est important, c'est quand même d'expliquer autre chose, parce que là, je suis en train de penser, j'ai jamais subi directement parce que tu voulais pas, pour X ou Y raison, quoi que ce soit. Et en fait, je pense, là, en t'écoutant parler de tout ça,
je pense qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui doivent souffrir en tant que partenaire d'une personne atteinte de TCA parce que la personne a un espèce de contrôle via la maladie, entre guillemets, sur ces Ouais, ce que gens-là. j'allais dire, c'est important de préciser que c'est Bien la sûr, maladie. mais évidemment. Mais bon, moi, j'en ai bien conscience avec le temps, évidemment. Mais il faut absolument que ce contrôle soit... Enfin, il faut que ça soit, je pense, corrigé dans un couple, parce que ça peut, là, pour le coup, ça peut absolument pas tenir s'il y a ce rapport de force avec un contrôle malsain comme ça sur le long terme. Ouais, alors après, c'est important de dire que déjà, c'est la maladie qui fait qu'il y a comme une oppression envers le partenaire, mais en effet, c'est important de laisser son partenaire avoir sa vie sociale, même si vous n'arrivez pas à genre, aller au resto et tout, c'est complètement entendable. Moi, c'était exactement comme ça. Et il faut accepter que genre, son partenaire puisse sortir sans vous. C'est surtout ça. C'est important que votre partenaire ait sa vie sociale perso, et c'est pas pour autant que genre, il s'amuse mieux sans vous. Ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Et je voulais dire aussi que généralement, avec les troubles alimentaires, c'est un peu impossible de faire du romantisme, entre guillemets, parce que le romantisme passe culturellement par la nourriture et les surprises, sauf que la nourriture, c'est source de stress, et les surprises, ça va à l'encontre du contrôle du trouble alimentaire. Donc je sais que ça peut paraître frustrant, mais en effet, les surprises qui sont liées à l'alimentation, faut oublier. Et moi, je sais que au début, Arthur, si jamais on allait faire un resto ou quoi, il savait qu'il devait me prévenir genre 10 jours à l'avance, après une semaine à l'avance, après 3 jours à l'avance, petit à petit, jusqu'à ce que aujourd'hui... 1 heure à l'avance. Ouais, moi je préfère quand même le jour même, le matin même, qu'1 heure à l'avance. Mais voilà, enfin... Je sais que ça peut être frustrant au début, mais dites-vous bien que c'est temporaire et que vraiment la patience, c'est la clé aussi dans la guérison du trouble alimentaire, et que aujourd'hui, on a une vie sociale fluide. D'ailleurs, on m'a demandé aussi comment ça s'est passé dans ma belle famille. Du coup, moi, dans ma belle famille, ça s'est très bien passé. J'ai de la chance d'avoir du coup des beaux-parents et même une belle-sœur qui sont hyper empathiques, très à l'écoute, tout ça. Mais par contre, je pense que c'est quand même important que la belle famille soit au courant. Ça, je pense que c'est plus au rôle du partenaire d'expliquer à sa famille de quoi souffre la personne qui a des troubles alimentaires, et surtout d'exprimer, par exemple, qu'il faut faire attention aux commentaires sur la nourriture, sur le sport, sur l'apparence physique plus globalement. Moi, je me rappelle qu'il y a eu quelques commentaires qui ont été faits. C'est vrai que je leur en veux pas du tout, parce que malheureusement, avec la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose de très courant. Mais c'est vrai qu'Arthur avait dû dire genre plusieurs fois, rappeler en gros qu'il y avait des choses à pas dire parce que c'était très déclencheur. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important que la belle famille soit au courant. Je parle beaucoup, donc là j'ai d'autres questions, mais c'est pour toi essentiellement, Arthur. Du coup, on m'a demandé comment tu réagissais quand j'étais pas bien. Alors, comment je réagissais quand t'étais pas bien? J'essayais d'être là en soutien, communiquer avec toi, essayer que tu m'expliques, que tu mettes des mots sur ce qui allait pas. Enfin voilà, j'essayais d'être le plus à l'écoute possible. Tu vois d'autres trucs? Ouais, moi je vois les fois où aussi parfois t'étais pas toujours, t'arrivais pas forcément à comprendre, et il y a... Ah, faut que j'explique ça? Ouais. Ah, y a pas de problème. Et en effet, c'est très difficile pour le partenaire de comprendre ces moments-là. Donc, en fait, ce qui est le plus compliqué, je trouve, c'est vraiment le côté répétition. Et tu m'as souvent dit que tu avais besoin, et je crois que tu le dis aussi dans tes podcasts et dans tes contenus, quand tu as besoin qu'on te répète les choses. Et beaucoup. Et ça, c'est ultra frustrant. Surtout pour... Après, je sais pas si c'est une histoire de personnalité ou pas, mais moi, dans ma vie en général... je fais en sorte on n'ait pas à me dire les choses plusieurs fois. Bon, là, je te vois faire la grimace, peut-être certains. J'ai rien fait. mais en gros, voilà. Et puis j'apprends entre guillemets de mes erreurs. Alors, je suis pas du tout en train de dire que l'anorexie ou les comportements liés au TCA en général sont des erreurs, loin de là. Mais en fait, en tant que partenaire, pour le coup, ce qui a été frustrant, c'est ce côté-là, c'est ce côté répétition. On a, par exemple, le soir, on va dire un samedi soir, une crise, s'ensuit une discussion très longue, où il y a toute une phase d'apaisement, etc. Donc là, ça peut durer 2-3 heures, où on échange, on discute, on parle de ça, j'essaie vraiment de te rassurer. Et à la fin de ces 2-3 heures,
En fait, je sens qu'il y a vraiment un mieux. Tu vois, enfin, tu as vraiment avancé. Et il y a même ce petit sentiment de chouette, j'ai pu un peu l'aider à ce moment-là. Et en fait, ce qui est ultra frustrant, c'est que le samedi d'après, eh ben, autant il va y avoir la même situation. Et en fait, il y a un moment où on peut juste, en tant que partenaire, pas réagir, je pense, de la même situation tout le temps, sans que ça devienne frustrant. Et en fait, la maladie est vraiment, encore une fois, très complexe. Bah, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est intéressant. Déjà, la première, bah, c'est qu'en effet, je le dis dans mon épisode où je dis des 13 choses dont votre proche aimerait que vous sachiez, où je dis que en gros, bah, c'est vrai que parfois, il y a des choses que tu peux réussir un jour et le lendemain ne pas réussir. Bah, ça, pour le partenaire, c'est très difficile, j'imagine, parce qu'en effet, tu as un peu ce sentiment d'impuissance. Mais il faut bien comprendre que bah, les troubles alimentaires, c'est comme ça. C'est pas parce que tu arrives une fois que, genre, ça y est, ça va mieux. C'est que de la répétition parce qu'en en fait, il faut bien avoir conscience que, genre, le trouble alimentaire a créé des schémas de croyances et il faut recréer des nouveaux schémas de croyances. Donc, bah, forcément, ça se fait pas en une fois. Il faut répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que des nouveaux schémas de croyances se forment, en fait, et qui sont des schémas de croyances beaucoup plus sains, qui ne sont pas des schémas de croyances du trouble alimentaire. Donc ça, c'est important, tout comme c'est important de comprendre que les rechutes sont pas néfastes, sont pas négatives, pardon. C'est important de comprendre ça parce que les rechutes, c'est quasiment presque inévitable. Mais quand je dis rechutes, c'est pas forcément des trucs hyper importants. Ça peut être même des rechutes d'une semaine, de 2 mois. Mais en fait, ça fait partie du chemin de la guérison. Genre, il n'y a aucune guérison qui est linéaire. C'est des hauts, des bas, des bas, mais qui vont toujours vers un mieux quand même. Et généralement, quand on fait une rechute, c'est genre un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Deuxième chose, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en effet, parfois, j'avais le sentiment que tu comprenais pas ou juste t'étais pas dans un mood pour parler. Et ça aussi, pour la personne qui est malade, c'est important de comprendre que, bah, en effet, le partenaire, c'est aussi un humain. C'est aussi quelqu'un qui vit des choses dans sa vie, qui est pas toujours en bonne forme, et c'est complètement normal. Mais il faut pas le prendre contre vous et ni vous dire, bah, ça y est, il en a marre de moi. Non, c'est juste que, bah, comme je dis, il est humain et du coup, parfois, on peut pas tout focus sur son partenaire parce que bah, c'est trop lui mettre de charge sur les épaules. Et du coup, bah, c'est là où je vous disais en début de podcast d'avoir d'autres accompagnements. Du coup, bah, je sais pas, d'avoir un parent, un frère, une sœur, des amis ou... Et je veux juste rajouter un petit chose, enfin valider ce que tu viens de dire par rapport aux gens qui entourent et particulièrement, je pense, aux amis et aux thérapeutes. Parce que je me souviens au début de la relation où il y a des moments où vraiment c'était pas facile, mais disons que c'était avec grand plaisir que je t'accompagnais comme je pouvais, entre guillemets, dans ce que tu vivais. Il y a d'autres moments où c'était très lourd. Et je me souviens que justement, les jours où tu avais ta visite chez le psychologue ou ta thérapie, ces jours-là, je me sentais beaucoup plus léger parce qu'en fait, tu revenais et j'avais l'impression que tu avais avancé sur des choses, etc. Et c'était pas à travers moi et c'était genre, voilà, je voulais juste le dire pour que peut-être ça... Surtout que c'est hyper important, le thérapeute, parce que c'est quelqu'un qui est neutre. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment une aide indispensable. Dans la même thématique, qu'est-ce qui a été la chose la plus difficile à comprendre pour toi dans mes troubles alimentaires ? Alors moi, la chose qui a été le plus difficile à comprendre, je dirais que c'est l'aspect un petit peu volonté, entre gros guillemets, de la maladie. C'est-à-dire que quand on est extérieur au TCA, c'est vraiment dur de comprendre en quoi la volonté ne peut pas résoudre une partie du problème. Et moi, c'est ça qui a été le plus compliqué. Moi, dans ma vie, je fonctionne beaucoup à ça, à la volonté. J'ai un peu le sentiment que je peux accomplir ce que je veux accomplir. Des fois, c'est pas vrai, hein, mais c'est en tout cas comme ça que je fonctionne à la base. Et voilà, pour moi, ça a été le plus compliqué. Ça a été un peu un sujet de discorde entre nous à certains moments. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que la volonté n'a absolument rien à voir avec la guérison d'un TCA, malheureusement. Que c'est vraiment, encore une fois, une maladie mentale extrêmement complexe et que voilà, c'est pas parce qu'on veut guérir qu'on va forcément guérir, en tout cas dans l'instant. Je pense que ça aide d'avoir cette volonté, mais quoi qu'il arrive, ça prend un temps, ça prend du temps, etc. Enfin voilà, moi, c'est vraiment ce côté-là
avec encore une fois l'aspect où des fois on a l'impression que tu avais fait 10 pas en avant et en fait 2 mois après on a l'impression que tu as refait les 10 pas en arrière et ça pareil c'était difficile. Et du coup, comme je viens d'expliquer, du coup les rechutes sont pas négatives, donc voilà, ça tu l'as aussi compris avec le temps. On m'a demandé ensuite qu'est-ce qui a le plus renforcé notre couple dans les troubles alimentaires. Je dirais en vrai que c'est la communication, dans le sens où du coup on communiquait énormément sur mes ressentis à moi, sur tes ressentis à toi. Et je pense que clairement, de toute façon déjà la communication c'est la base de toute relation saine, mais d'autant plus quand il y a une maladie aussi importante dans un couple. Et enfin moi je trouve que clairement la communication c'est ce qui a sauvé notre couple face aux troubles alimentaires. Et aussi, qu'est-ce qui a renforcé le couple ? Moi, je trouve quand même qu'on a vécu ça en étant jeune, au début du couple. Et parfois, je me dis, on a surmonté ça, on peut surmonter vraiment n'importe quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu trouves qui nous a le plus renforcé dans les troubles alimentaires ? Ta guérison. Le fait que j'ai clairement vu le changement au fil du temps, j'ai clairement vu... la fille battante dont je suis tombé amoureux à la base. Et voilà, moi, c'est vraiment, s'il y a bien quelque chose qui m'a renforcé, c'est le fait que tu voulais guérir depuis le début. Ça a été super compliqué, je dis pas le contraire, mais tu l'as fait aujourd'hui. Et voilà, je suis super fier de toi. Et moi, c'est ça qui a le plus renforcé les choses. C'est gentil. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui a le plus abîmé, selon toi, notre couple ? Qu'est-ce qui a détérioré ou abîmé le couple ? Ça, c'est une question un petit peu compliquée parce que je pense que de base, une maladie, c'est... D'un côté, on peut dire les choses en disant ça renforce un couple, etc. Ce qui est vrai parce que quand on traverse quelque chose de compliqué, c'est forcément, on en ressort plus fort. Mais cette question est difficile parce que c'est super difficile pour un couple de traverser. Alors, c'est évidemment, je remets les choses dans leur contexte, c'est avant tout difficile pour la personne qui souffre de TCA, puisqu'encore une fois, le partenaire n'est quoi qu'il arrive enfermé dans rien. Mais quand on fait le choix d'accompagner la personne et d'être en couple avec quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale comme les TCA, c'est quoi qu'il arrive pas facile tous les jours. En vrai, ça il faut le savoir. Et moi j'avoue qu'à l'époque où tu étais malade, j'avais souvent cette projection sur l'avenir en fait. Mais il y a ce côté où la maladie, je pense que tu l'expliques assez bien aux gens qui te suivent, mais il y a ce côté où des fois on a l'impression que la personne malade n'est pas la même personne que la personne saine entre guillemets. Et bon, je dis ça comme s'il y avait cette espèce de côté bipolaire, et pour être tout à fait franc, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu en mode j'avais l'impression que t'étais deux personnes différentes du tout. Mais la réalité, c'est qu'il y a un peu de ça. Et qu'en fait, moi, j'étais amoureux de la personne qui n'était pas malade. Mais cette personne était malade, donc moi, je ne pouvais qu'espérer la guérison de cette personne en espérant avoir un avenir plus agréable et plus adapté à notre relation de couple. En gros, c'est un petit peu comme ça. Donc, je sais pas, je dirais que c'est quoi qu'il arrive, pas facile en fait. Ah bah oui. C'est important de... Enfin, t'as raison. Clairement, c'est hyper compliqué et il faut pas se dire... faut pas tout romancer et se dire que ouais, c'est génial, au final, ça te renforce et tout. Enfin, il y a énormément d'étapes très difficiles à traverser. Donc là-dessus, t'as complètement raison de le dire. Et oui, t'as raison de dire que il y a un peu comme deux personnes, et ça, je trouve que c'était important. Enfin, quelquefois, quand tu me parlais, tu me disais que genre tu t'adressais à la moitié de malade, et c'était important pour moi que tu fasses la dissociation entre les deux, parce que ça me permettait justement de voir que tu m'en voulais pas à moi, mais plus à la maladie, et du coup qu'on était vraiment tous les deux contre elle, contre la maladie. Mais je sais qu'au final, on l'a jamais fait. Mais il y a des moments où, tu vois, où en gros, tu parlais, et en effet, je voyais que c'était en gros le TCA qui parlait à travers toi. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit qu'il faudrait limite que je te trouve un espèce de surnom quand tu es dans ces moments-là. Alors, et je sais pas si c'est une bonne idée ou quelque chose qu'on peut recommander au partenaire, entre guillemets, mais pour avoir cette espèce de truc
Enfin là, tu vois, je sais que t'es comme ça et déjà une espèce de prise de conscience sans forcément être... Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui nomment leur trouble alimentaire. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Après, c'est... Enfin, je sais pas, en fait. Faut dire s'il y a des personnes qui font ça. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous faites ça, si ça vous aide vraiment. Mais en tout cas, juste moi, le fait de dire... Moi, ma soeur faisait la même chose. Elle me disait, là, je m'adresse à la moitié de malade. Juste le fait de le préciser, je trouve que c'est déjà important, en fait. Ouais. Alors, c'est une question beaucoup plus vaste, mais qu'on m'a demandé aussi... un peu en mode résumé, puisqu'on arrive sur les dernières questions. Globalement, comment tu as vécu mon trouble alimentaire ? Je l'ai vécu le mieux que j'ai pu. Et encore une fois, tourner vers l'avenir tout le temps. Parce que c'est aussi ma personnalité. Je pense que je suis quelqu'un d'assez positif et optimiste. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi là-dessus. Mais... Non. Et du coup, voilà, moi j'ai eu... En fait, le truc, c'est que je t'ai connu avant que tu tombes malade. Et voilà, j'ai vu quelle personne tu étais, tous les points qui me plaisaient. Et en vrai, tu m'as connu genre un mois pas malade. Hein. Ouais. Donc tu m'as pas trop connu pas malade. En tout cas, je t'ai connu à un moment où... J'étais pas dans le pire. Ouais, où on parlait de toi, quoi, tu vois. Ouais. Et pas de la maladie et de ce que tu traversais. Et la question, c'est comment je l'ai vécu sur la durée. Ouais, voilà, comme je l'ai expliqué en effet dans la question précédente, c'est pas simple, quoi. Après, on s'accroche et si on tient à la personne, on regarde vers l'avenir, on fait tout pour l'y amener. Et moi, encore une fois, moi, je l'ai vécu avec aussi beaucoup d'admiration, quoi, parce que franchement, c'est impressionnant, encore une fois, tout le parcours que tu as fait. Mais d'ailleurs, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, souvent, je dis, j'ai dit ça dans mon précédent podcast, c'est justement que le partenaire prenne soin aussi de lui. D'ailleurs, prendre soin de vous motivera inconsciemment la personne malade à prendre soin d'elle. Et je voulais savoir, est-ce que tu faisais des choses pour prendre soin de toi ? Et même parfois, j'encourage aussi même pourquoi pas, au partenaire d'aller voir quelqu'un pour justement souffler, donner son bagage un peu à quelqu'un d'autre. Est-ce que peut-être t'en parler à quelqu'un ou il me semble pas que t'as été voir de thérapeute pour ça ? Non, j'ai pas nécessairement ressenti le besoin de parler de ça. Tu vois, je pense pas l'avoir trop porté sur mes propres épaules, ce truc-là. Donc moi, j'étais juste parfois un petit peu triste par rapport à ce que tu vivais, etc. Mais c'est pas quelque chose... Enfin, je pense vraiment pas que ça m'a pas impacté personnellement sur la durée, émotionnellement, etc. Parce que cette capacité-là. Parce que oui, peut-être que c'est un peu ma manière de fonctionner, mais ouais, ça n'a pas été quelque chose de nécessaire. Même, je l'ai pas particulièrement communiqué. Okay. Et est-ce que tu avais parfois un sentiment d'impuissance ? Ah oui, c'est encore une fois, hein, c'est des sentiments de frustration, de se demander si finalement est-ce que tu allais vraiment pouvoir guérir de ce truc-là, est-ce que, enfin, tu vois, c'est plein de périodes de doute. Enfin, c'est encore une fois, le processus est long. Et comment tu gérais ça ? Eh ben, je gérais ça en battant, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, on est un couple on communique beaucoup. Et en fait, on communique au stade où il y a eu des moments dans notre relation où on a tous les deux douté, je pense, dans n'importe quel couple, quoi, tu vois. Et ces moments-là, on se le disait. Mais vraiment, encore une fois, on était Enfin, moi, je vois pas ma relation différemment. Je suis quelqu'un aussi de très cash dans la vie, peut-être un peu trop, pour des fois... Ils t'ont peut-être pas entendu dire oui. Si, mais carrément. Mais après, vaut mieux être honnête. Et c'est ce que j'ai dit dans mon épisode précédent quand même, c'est que vraiment, la communication, c'est la clé de n'importe quelle bonne relation. Mais c'est vraiment ce qui nous a sauvés. C'est hyper important de parler sans penser, sans avoir peur d'être jugé, d'écouter avec bienveillance. Et je pense à quelques fois d'ailleurs où tu vois, même si c'était pas de ta faute du tout, où je t'ai quand même dit sans justement chercher à te protéger, parce qu'en fait, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, mais quand on est le partenaire, il faut pas s'oublier une seule seconde, quoi. Ça fait aussi partie des trucs que je prône depuis le début, parce que je pense que c'est ma vision des choses dans un couple. Dans un couple, il faut d'abord être bien avec soi-même avant d'espérer être bien avec l'autre, entre guillemets. Il faut d'abord regarder son nombril, en fait. Et donc, les fois où ça a été très dur, il y en a eu,
Et ces fois-là, je t'en ai parlé, je l'ai exprimé tout de suite, en t'exprimant à quel point c'était dur et à quel point c'était potentiellement grave pour notre couple. Oui. Et voilà. Et clairement, c'était super difficile à vivre, mais en même temps, je suis carrément contente que tu me l'aies dit, parce que du coup, sur le moment même, ça fait hyper mal, mais après, du coup, comme tu tiens à la personne et que tu as envie que le couple marche, bah, tu essaies de voir comment tu peux faire. Enfin, moi, j'en parlais aussi beaucoup à mes thérapeutes, et ils m'ont vachement aidé aussi là-dedans, même à mes amis, tout ça. Et quelque chose que je voulais dire aussi, qui me fait penser, qui n'est pas forcément genre ciblé aux troubles alimentaires, mais quand j'ai commencé ma relation avec Arthur, genre je ne vivais que pour Arthur. Genre vraiment je faisais tout par rapport à Arthur, je voulais absolument le plaire, être parfaite, etc. Et en fait, c'est limite quelque chose qui le repoussait plus, et je me rappelle qu'il me disait tout le temps... moi, quand tu seras épanoui avec toi-même, quand tu t'aimeras toi-même, comme je disais tout à l'heure, bah, je t'aimerai encore plus. Et ça m'a tellement aidé vraiment à me créer ma petite vie à moi aussi, de pas voir le couple d'abord, mais de voir ma vie et mon bonheur d'abord. Et le couple vient en plus dans ma vie, c'est genre une touche en plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même un couple assez indépendant. On a chacun notre truc, on a notre vie de notre côté chacun, et on a notre vie ensemble. Et ça, je trouve que c'est hyper sain en fait. Et je serais assez curieux d'ailleurs d'avoir l'avis de ta communauté là-dessus, de savoir ce que vous en pensez vous, parce que peut-être que c'est juste une manière de fonctionner différente, sans parler de faire les choses vraiment complètement différemment et d'être deux colocs à la maison, c'est pas du tout l'idée, mais juste d'avoir son jardin secret, ses petites activités, ses petites sorties, parce que pareil, ça aussi, on n'en a pas forcément parlé, je sais pas si c'est prévu, mais les 2 premières années de notre relation... moi, je suis quelqu'un de très social. Bah, toi, tu l'étais pas. Et comme tu viens de l'expliquer, c'était même plutôt... tout était très tourné vers moi. Ce qui, moi, il y a cette espèce de truc, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là qui s'instaure, où on se dit, il y a une espèce de déséquilibre dans la relation, où moi, bah, évidemment que j'appréciais passer beaucoup de temps avec Mathilde, etc. Mais j'avais aussi besoin d'avoir mes moments avec mes potes, que ça soit avec elle plus mes potes ou juste avec mes potes. On n'avait pas forcément les mêmes besoins sociaux, entre guillemets, à ce moment-là. Et moi, je ne me suis pas du tout empêché de sortir. Et c'est ce qui fait que j'ai aussi gardé mon équilibre. Et encore une fois, le tout, je pense, c'est de savoir... se construire individuellement en parallèle de sa relation de couple, quoi. C'est 2 choses voilà, carrément. Mais ça, même comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment général à tous les couples, quoi, indépendamment des troubles alimentaires. Mais n'empêche que je rebondis sur le côté vie sociale, où ça, c'est clair que tu m'as aidé à construire une vie sociale, parce que bah, moi, quand j'étais anorexique, genre, j'avais plus de vie sociale, je me coupais de ça, et je me préférais être même le plus possible tout seul. Et tu m'as ouvert à d'autres personnes, et tu m'as fait rencontrer plein de personnes aujourd'hui qui me portent vers le haut et que je suis trop contente de connaître. Et ça, encore une fois, tu m'as montré à quel point c'est hyper important de s'ouvrir aux autres. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu avais dit. Je vais juste finir avec 2 questions qu'on m'a posées qui ne sont pas à toi, mais c'est des questions un peu plus globales, et je voulais quand même y répondre. On m'a demandé comment faire comprendre que le TCA est toujours là malgré le fait que j'ai repris du poids. Ça, en fait, comme je dis dans mon précédent podcast, c'est hyper important que le partenaire s'informe sur les troubles alimentaires, et petit à petit, il comprendra que genre, un trouble alimentaire, ce n'est pas un problème de poids, ni d'apparence, ni d'alimentation, même si en premiers abords, ça en a l'air. Un trouble alimentaire peut avoir n'importe quelle apparence, et la gravité, elle s'explique pas par rapport au poids. Et c'est pas en reprenant du poids qu'on guérit. C'est pas aussi simple en réalité. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu il faut l'éduquer petit à petit, lui expliquer. Je fais pas mal de contenu là-dessus sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore, je fais pas mal de contenu un peu éducatif sur mon Instagram. Donc c'est norain.noflower. Et du coup, dernière question aussi qu'on m'a demandé, c'est comment interpréter un manque d'intérêt pour le TCA ou pour la guérison de TCA par son partenaire. Je pense que c'est clairement une façon de se protéger, parfois, d'ignorer, de ne pas voir la réalité en face, parce que clairement, parfois, c'est plus simple de faire un peu l'autruche plutôt que de voir la réalité en face. Et ça, comme je disais, la communication, c'est tellement important que je vous invite vraiment à ouvrir le dialogue. C'est pas toujours simple, tout seul. Vous pouvez le faire aussi à l'écrit si c'est plus simple, ou avec une tierce personne,
comme j'en parle aussi dans mon dernier épisode, donc l'épisode 11, où je parle de la thérapie familiale, qui peut être vraiment un bon moyen d'avoir un interlocuteur entre les deux, qui fait un peu le joint. Je pense que c'est pas un manque d'intérêt, c'est vraiment une façon de se protéger, parce que tout le monde n'est pas armé de la même façon, et que c'est pas toujours simple de savoir comment réagir. Mais c'est pas parce qu'il s'en fout de vous, pas du tout. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai répondu globalement à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, franchement, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Voilà, n'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me permet d'améliorer mon référencement, d'être plus vu vis-à-vis des autres et donc d'aider plus de personnes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Arthur ? Merci de nous avoir écoutés en espérant que ça ait pu vous aider ou en tout cas vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous, parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas faire de notre cas une généralité. Et voilà, merci. Merci pour votre écoute, et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.